merci beaucoup d'être parmi nous pour cette table ronde sur le thème de la RSE, dominer les risques, et plus particulièrement ceux liés au RH. Aujourd'hui, une politique RSE inclut forcément les questions RH, puisque les conditions de travail font partie intégrante des enjeux sociétaux, responsabilité face à l'environnement, mais aussi face aux salariés. La priorité donc, pour les entreprises va être d'intégrer cette stratégie RH des éléments mettant en évidence la nécessité d'adopter un comportement responsable à la fois en interne, mais aussi à l'externe. Et c'est ces thèmes-là que nous allons évoquer pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Alors, avant de commencer notre discussion, je vous propose de visionner une interview de Didier Boudy, qui est le dirigeant de Mademoiselle Dessert, merci, désolé, qui emploie aujourd'hui près de 2000 salariés avec un chiffre d'affaires de 343 millions d'euros. C'est pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise, pas pour voilà, qui nous parle en fait de sa vision de la RSE, et ensuite on pourra commencer la discussion. Bonjour, je m'appelle Didier Boudy, j'ai 52 ans et j'ai le bonheur de diriger une entreprise qui s'appelle Mademoiselle Dessert, qui est le leader français et européen de fabrication de pâtisseries surgelées. On fabrique ça sur 12 sites en Europe avec 1900 collaborateurs, et on vend nos produits en grande distribution, en restauration et également en boulangerie-pâtisserie artisanale. Chez Mademoiselle Dessert, on dit que le résultat compte autant que la façon de le délivrer. Faire du business, c'est bien, se développer, tout ça, on le fait très bien. Mais il faut aussi que ce soit au bénéfice de tous et pas au détriment de l'environnement ou de certaines parties prenantes. La première priorité depuis le début, c'était santé et sécurité au travail, parce qu'on avait tous été marqués par un accident fatal sur une usine et que on s'est dit plus jamais ça, et on a travaillé ce sujet à fond. On est très sensible à tout ce qui est environnement, et là aussi, très tôt, on a démarré des sujets pour intégrer nos usines à la campagne et faire en sorte qu'elles n'aient aucun effet délétère sur l'environnement magnifique qui les entoure. Et donc on a travaillé à la fois sur nos cartons, le transport, changer les salles des machines pour produire des énergies propres, sans gaz à effet de serre. On a travaillé ces priorités parce que c'était nous et c'était vrai. Le principal risque, et ça c'est vraiment un message que je veux envoyer parce qu'aujourd'hui ça m'énerve, le risque c'est que ça ne soit pas vrai. On voit beaucoup d'entreprises qui travaillent un sujet tout petit, de détail, et qui en font des tonnes en termes de com pour s'acheter une virginité RSE. Ça, c'est pas bien, et ça c'est très très vite détecté par les parties prenantes, et donc le risque là c'est de passer pour un menteur ou une entreprise pas sincère. Et ça pour le coup c'est un vrai gros risque. L'autre risque c'est que ça soit juste une couche plaquée pour faire bien, et que dès qu'on traverse une crise, ça soit la politique RSE qui saute dans la liste des priorités. Un autre risque également qu'il y a, c'est quand on attaque sa politique RSE, c'est de pas faire de choix. C'est de partir tous azimuts et de faire du saupoudrage et d'avoir aucune action qui paye vraiment et qui soit visible et explicable et vendable à toutes ces parties prenantes. Donc ça c'est un vrai gros risque. Après il y en a un dernier, c'est de ne pas en faire ou de le faire trop tard, et là après en interne on peut avoir des critiques, on peut avoir du mal à recruter, les clients peuvent nous le reprocher, et donc là on peut rater un train. Ça rime surtout pas avec tendance du moment. Nous, la RSE, dans l'histoire de Mademoiselle, ça a été un facteur de cohésion des équipes, parce qu'on s'est toujours servi de la politique RSE pour créer une culture commune avec toutes les sociétés qu'on rachetait. On a, en 10 ans, racheté une dizaine de sociétés et on a constitué un groupe. Faire une culture commune, c'est compliqué. Et bien, on s'est servi en priorité de nos priorités RSE, et notamment la sécurité, pour créer une culture commune et adopter un langage commun, et embarquer les équipes sur un objectif qui dépasse chacune des entités pour faire groupe et faire cohésion. Pour intégrer la RSE dans la gouvernance de l'entreprise, j'ai pas de remède miracle, et je sais même pas si j'ai une solution à proposer. Ce que je peux vous proposer, ce dont je peux témoigner, c'est de la façon de le faire de Mademoiselle.
chez Mademoiselle, il n'y a pas un service RSE. La RSE, c'est la propriété de tout le monde et de tous les directeurs. Si on fait ça, on est sûr d'une chose, c'est que c'est dans l'ADN, ce qu'on fait, c'est vrai, et à la première crise, on ne fait pas sauter les priorités RSE, elles restent. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord que en fait, c'est la nécessité d'une démarche qui doit être sincère et que l'on inscrit dans le socle de la stratégie de l'entreprise pour la préserver. Je trouvais que le point sur le moment de crise, en fait, qui va être un élément déterminant de cette sincérité, parce que si c'est un vernis, il risque de sauter, était peut-être quelque chose de très vrai. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez expérimenté, des entreprises où on met une petite coloration un peu verte, et au final, au moment de ces crises-là, on voit toute la fragilité en fait, et de cette non-sincérité en quelque sorte. Très bien, alors je vais continuer. Alors, je vais vous présenter nos intervenants, c'est, je pense, aussi un point important. Donc, nous avons avec nous Gladys Bauchet, qui est avocate associée chez DS Avocats. Gladys a une double expertise, celle du droit social et celle en droit de l'environnement, ce qui fait d'elle une experte de la RSE, puisque ça lui permet d'accompagner les entreprises sans biais, avec la connaissance de l'ensemble des normes, des réglementations et des enjeux, et donc avec cette approche globale de la RSE et des trois lettres qui la composent. Nous avons également Ronan Nguyen Van qui est avec nous, qui est le directeur, qui est à ma droite, qui est le directeur juridique des relations humaines groupe de L'Oréal, qu'il a rejoint il y a plus de 20 ans. Il a alterné des fonctions d'expertise en droit social et en relations sociales, ainsi qu'en responsabilité de généraliste RH. L'Oréal est une entreprise qui développe une politique RSE très très pointue, très ambitieuse, et qui se donne surtout les moyens de ses ambitions. Donc ces exemples seront précieux. Claude Monnier, qui est avec nous, qui est Chief People Officer chez Sony Music, est titulaire de 3 masters, je le souligne parce que c'est plutôt rare, en sciences économiques, en droit privé et en psychologie du travail. Alors j'espère, Claude, que je ne me trompe pas quand je dis que pour vous, la RSE est la clé et la discipline nécessaire pour répondre aux problématiques des salariés, et notamment celles sur le sens du travail. Est-ce qu'il ne faut pas désapprendre pour trouver de nouveaux leviers pour le bien-être de ces salariés, et quelles voies peut-on explorer? Et vous avez effectivement, comme vous le dites, des exemples un peu plus rock'n'roll dont on parlera tout à l'heure. Alors Jean-Pierre Sibéras, qui est le président... Jean-Christophe, pardon. Excusez-moi, qui est le président de New Bridges, c'est bien ça. Il a été le DRH groupe de grandes maisons telles que Renault, Rodia, Solvay, AXA. C'est l'ancien président de la NDRH, qui est l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Il est le membre du conseil d'administration de la FGE et il a notamment présidé le groupe de dialogue relatif aux discriminations, au recrutement et en entreprise. Et si je ne dis pas de bêtises, vous êtes chargé, en tout cas, vous allez devoir apporter des solutions, des recommandations pour la présidence de la France à l'Europe sur les questions sociales. J'ai lu un excellent article dans Entreprise et Carrière qui appartient à mon groupe. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure. Et vous êtes aujourd'hui conseiller en relations sociales, donc internationales. Alors tout d'abord, je vous propose de cerner notre sujet. C'est important, je pense, de définir qu'est-ce que la RSE sous l'angle RH, à quel mouvement il correspond, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit le décorréler d'une approche RSE plus large et pourquoi. Et je propose, Claude, que vous nous donniez un peu les clés de à quoi correspond aujourd'hui, dans quel mouvement s'inscrit cette RSE. Vous nous aviez parlé du qui, du comment, enfin voilà, je vous laisse revenir sur ce point-là. Alors la RSE dans la maison dans laquelle je travaille aujourd'hui, elle consiste à appréhender des sujets à la fois infiniment grands et infiniment petits. On s'intéresse aux situations individuelles à vos souhaits. Voilà, donc une approche individuelle dans certaines situations. On en reparlera si nous avons le temps de le faire sur ce qu'on appelle chez nous la gestion des temps faibles. Une approche sur l'infiniment grand, c'est-à-dire essayer d'appréhender un collectif ou des communautés. Nous avons une caractéristique, c'est qu'on travaille à la fois avec des artistes, des intermittents du spectacle et des permanents. Je féminise tout ça, artiste au féminin, intermittente et permanente. Et que j'ai fait le constat en disant qu'il était parfois difficile d'avoir une réponse universaliste ou dogmatiste pour l'ensemble de ces communautés-là, alors que finalement, la RSE est un sujet qui traverse l'ensemble de ces populations. Et avant de laisser la parole à nos brillantes et brillants orateurs, peut-être un dernier message, c'est que
Le mot a été utilisé par Lucie. J'ai surtout constaté qu'en RSE, j'avais comme réflexe initial de vouloir mettre en œuvre des procédures RH ou des savoir-faire RH que j'avais pu acquérir auparavant. Et en fait, il a été surtout question de désapprendre, puisque chaque fois que j'ai voulu appliquer une solution que je pensais être la bonne pour la situation à laquelle j'étais confronté, comme elle était toute faite, elle ne fonctionnait jamais. Et après 10 ans de recherche et développement RH, aujourd'hui, la seule certitude que je peux sortir de cette approche RSE/RPS, c'est que systématiquement, il faut désapprendre, probablement être en posture basse et traiter la problématique à laquelle on est confronté avec beaucoup d'humilité, ce qui n'est pas toujours totalement acquis dans la fonction RH, où parfois on est un peu plus arrogant que cela quand on veut traiter des problématiques. Et vous pensez que ça correspond à un courant aujourd'hui, cette RSE qui précède d'autres courants, de la place du salarié dans l'entreprise, du sens où... Alors, cette fois, je vais utiliser, Lucie, la perche qu'on m'a étendue sur le qui, comment, pourquoi. Merci. Moi, je ne parlerai que pour l'univers dans lequel je travaille, qui est une industrie culturelle et créative. N'y voyez aucune volonté de ma part de faire du prosélytisme sur d'autres secteurs d'activité. Dans les industries culturelles et créatives, on a, il y a environ 20 ans, beaucoup travaillé sur le qui. Donc, il y a eu d'énormes investissements en termes de temps, de compétences, voire d'argent, qui ont été faits sur qui recrute-t-on pour constituer des équipes de travail à la fois en artistique, en marketing, etc. Et la fonction RH a passé de nombreuses années à être focalisée sur le qui. Et puis, il y a une nouvelle évolution dans le rôle de la fonction RH dans les industries culturelles, ça a été le comment, à savoir comment faire travailler les gens ensemble avec des modes comme le design thinking, le team building et plein d'autres choses, pour s'assurer que lorsqu'on avait constitué des équipes en recrutant des gens, on arrivait à les faire travailler ensemble de la manière la plus efficace, la plus productive, probablement aussi de la manière la plus rentable. Aujourd'hui, ce que moi je constate être la principale attente du corps social avec lequel je travaille, qui est très protéiforme, comme je vous l'ai dit, ça n'est plus le qui, ça n'est plus non plus forcément le comment, c'est-à-dire qu'il y a une vraie autogestion des groupes dans la maison pour travailler ensemble, intra-groupe ou intergroupe. La question qu'on nous pose, et on me la pose de manière extrêmement directe, c'est le pourquoi. Et derrière cette question de pourquoi, on a à nouveau mené quelques travaux de recherche et développement RH, en étant très inspiré par les sciences sociales et les sciences humaines. Et on constate que le pourquoi, il couvre des enjeux comme le sens du travail, comme la valeur du travail, qui n'est pas forcément égale au prix du travail. Donc on a de très grandes discussions sur qu'est-ce qu'une rémunération individuelle versus une rémunération collective, qu'est-ce qu'une rémunération directe versus une rémunération indirecte, et quelle différence peut-on faire entre le prix du travail et la valeur du travail, collectif et individuel. Et puis derrière le pourquoi, on a été confronté à une autre question aussi, c'est à quel moment, moi, je puisse être reconnu et accompagné en termes d'estime de soi, de manière parfois déconnectée avec la notion de performance. Donc je le dis autrement, il y a des personnes, c'est ce que j'ai appelé les temps faibles tout à l'heure, dans nos vies courantes, nous avons tous malheureusement eu à traverser des moments difficiles. La perte d'un enfant, une longue maladie, la perte de ses parents, des attentats au Bataclan, un accident de voiture, etc. Et très souvent, on a constaté que ce qui constituait ce temps faible-là pénétrait notre vie professionnelle et parfois avait une conséquence directe sur la performance qu'on pouvait avoir. Ça dégradait dans l'esprit collectif et parfois dans sa propre perception des choses, la notion d'efficacité dans son travail. Et j'ai connu des entreprises où la réponse à cela était mettre de la distance par rapport à une personne qui rencontre un temps faible. Alors parfois la distance était courte, c'était une forme de petit placard et limité dans le temps, et parfois la distance était beaucoup plus radicale. C'était écoute Claude, après 2 cancers, ça marche plus, tu vas la faire partir cette personne. En travaillant avec nos artistes, nous on a constaté que, et c'est pour ça que j'insistais sur vraiment la notion d'industrie culturelle et créative, en travaillant avec nos artistes, on a constaté que beaucoup de nos artistes avaient connu des pics de créativité en sortant d'un de ces temps faibles, ou en vivant un de ces temps faibles. Je vais vous prendre un exemple, parce qu'il est très très passé, donc personne ne pourra considérer qu'il y a une volonté de mettre un artiste vivant en avant plutôt qu'un autre. Jacques Brel, quand il a écrit Les Marquises, il savait qu'il était cancéreux et qu'il était condamné. Or, il se trouve que l'album Les Marquises fait presque symbole de sublimation dans la création artistique de l'artiste Jacques Brel. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes de la maison. Ils m'ont pour la plupart fait comprendre ce qu'est ce processus créatif et cette forme de pic de créativité après avoir vécu des moments difficiles dans leur vie.
Et on a essayé de construire un programme, un prototype RH, pour se dire, si ça marche avec les artistes, pourquoi ça ne marcherait pas avec des gens qui ne sont pas artistes, mais qui sont salariés dans l'entreprise? Donc depuis maintenant quelques années, on a développé un programme, vraiment un prototype de programme, sur la base du volontariat. Quelqu'un qui traverse un temps faible dans sa vie privée, on l'invite, cette personne, si elle en est d'accord, à partager cette situation avec les fonctions RH. Et au lieu de travailler sur la distance qui va du placard à la rupture, on a plutôt travaillé sur un accroissement des responsabilités, sur donner davantage de management, donner davantage de budget, de lumière, de reconnaissance, d'estime de soi. Et les retours que je peux partager avec vous, c'est que c'est 100% de réussite. Tous les gens qui ont traversé les attentats du Bataclan, un cancer, la perte d'un enfant, un divorce extrêmement difficile, au lieu de les isoler et de les renvoyer à leurs propres difficultés personnelles, on a donné la possibilité de co-construire une identité professionnelle plus forte, de façon à ce que ce passage dans un temps faible soit relativisé, qu'on remette un peu de distance par rapport à ça. Et c'est tellement une réussite aujourd'hui que c'est le socle de notre politique RSE dans la maison. Merci. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur comment on met en œuvre cette politique-là. Ronan, comment on envisage et quelle vision on a aujourd'hui ou dans le passé de la RSE chez L'Oréal dans une entreprise aussi globalisée? Alors, ouais, on peut commencer peut-être par le passé, parce que L'Oréal est une entreprise qui est extrêmement humaniste. Un des présidents de L'Oréal résume notre culture par people, people, people. Donc c'est vraiment une société qui est focalisée sur l'individu, sur le bien-être. Et nous, la conviction très forte que l'on a au sein de L'Oréal, c'est que la performance économique ne va pas sans la performance sociale humaine. Et donc, suite à cela, je dirais quand même que L'Oréal, depuis maintenant plusieurs années, s'est profondément structuré pour placer la responsabilité sociétale et environnementale au plus haut niveau de l'organisation. Alors, ce n'est pas le choix qui a été fait par Mademoiselle Dessert, d'après ce que décrivait M. Boudy, mais c'est vrai que depuis 2019, Mme Alexandra Palt est directrice générale de responsabilité sociétale et environnementale du groupe et de la Fondation L'Oréal. Et donc, c'est une position qui est placée au plus haut niveau de l'organisation, au comité exécutif de L'Oréal. Et on a cette raison d'être qui est très forte, qui est de créer la beauté pour faire avancer le monde. Voilà. C'est à la fois très ambitieux, très centré sur les collaborateurs, sur les employés de L'Oréal, mais aussi sur l'extérieur, sur l'écosystème et les consommateurs auxquels on s'adresse. Oui, on reviendra effectivement sur comment on appréhende en interne et en externe ce cercle vertueux. Gladys, vous qui avez une vision, qui conseillez de nombreuses entreprises de plusieurs tailles, que ce soit des grandes entreprises, des moyennes entreprises, comment vous leur expliquez ce que c'est que la RSE? Effectivement, c'est une question qui revient souvent parce que c'est parfois pas évident de faire la différence entre le niveau de conformité et ce qu'on appelle réellement être de la RSE. Donc classiquement, on définit la RSE comme la prise en compte par les entreprises de leurs enjeux sociaux, environnementaux, sociétaux liés à leur activité, mais également dans leur relation avec les parties prenantes. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas si simple de déterminer. Je pense que ce qu'il est important, c'est de ne pas confondre le fait d'être en conformité sur un sujet, et donc ça c'est presque, si je puis dire, un prérequis, d'être en conformité réglementaire, et les engagements RSE, où les engagements RSE sont plutôt sur une autre logique, c'est la recherche d'une entreprise responsable. Donc d'une entreprise qui va regarder et vraiment analyser les impacts qu'elle peut avoir dans le cadre de son activité sur les 3 champs que je viens d'indiquer, se fixer des objectifs, et on y reviendra probablement sur comment se les fixer, quelle est cette démarche, mais bien évidemment qu'un engagement RSE, il est au-delà de la conformité réglementaire. Ensuite, il ne doit pas être vague, il va être précis, on va se fixer cet engagement. Pour prendre un exemple, on voit souvent justement dans les engagements RSE la santé-sécurité. Je rappelle quand même que la santé-sécurité est une obligation réglementaire et que le simple fait de dire j'ai pour préoccupation la santé-sécurité ne permet pas en soi de démontrer un engagement RSE. Donc ensuite, l'engagement RSE, et j'ai bien aimé, par exemple, parce qu'ils sont variés, hein, donc là je ne pourrais pas tous vous les citer, mais si on prend l'exemple que nous a cité Claude, c'est un engagement santé-sécurité. Ce que nous explique Claude, c'est que des personnes qui se retrouvent en difficulté
sur des événements personnels, mais qui donc ont certainement un impact soit sur leur santé physique, soit sur leur santé morale, au lieu de les distancier, on les intègre au contraire, on leur trouve un parcours. Eh bien ça, c'est pas une obligation légale, pas du tout. Et là, c'est un véritable engagement RSE parce que c'est l'entreprise qui va décider et qui va se fixer un axe et qui va donc bien tenir compte de cet enjeu en termes social. J'espère que c'était... Voilà. Mais c'est surtout ça, c'est distinguer de ce qu'est la simple conformité réglementaire et ce qui relève de l'engagement. L'engagement qui est pris par la société. Jean-Christophe, vous, comment vous définiriez cette RSE que vous avez vu se développer dans les différentes grandes maisons dans lesquelles vous êtes passé ? En fait, les choses ont quand même beaucoup évolué quand on essaye de reprendre un peu depuis... j'ai commencé à les entreprises dans les début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un retour en arrière et assez intéressant. Ce qui me frappait à l'époque, alors à l'époque j'étais en automobile, c'est quand même un secteur qui est aujourd'hui assez sur la sellette finalement quand même. Mais à l'époque, l'automobile, c'était pas ce que c'était. C'était quand même un instrument de liberté, etc. Mais au fond, si je reviens à la RSE, on n'employait pas tous ces grands mots d'ailleurs à l'époque. Mais enfin, finalement, ce que je trouvais à l'époque, ça m'avait beaucoup frappé à l'automobile, c'est qu'il y avait dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, au fond, on s'occupait de manière assez séparée des enjeux, par exemple, sociaux. Bon, moi, j'étais chez Renault. Des relations sociales, on en avait pas mal à gérer d'ailleurs à l'époque. Et au fond, l'impact de l'entreprise sur l'externe était, je ne dis pas qu'il n'était pas considéré, mais qu'il était vu comme un sujet à part. Donc autrement dit, les RH, ils faisaient leur boulot dans les murs de la boîte, puis il y a des gens qui s'occupaient de ce qui se passait en dehors. Par exemple, et du point de vue de l'organisation, c'était assez typique. Je me souviens, il y avait une directrice de l'environnement, et puis, il y avait des gens qui s'occupaient des conditions de travail, des salariés. Ils n'étaient pas dans les mêmes organisations. Bon, on se connaissait quand même entre dirigeants, etc. Vous voyez, mais enfin bon, chacun était dans son couloir, si je puis dire. Sauf que, en tout cas dans l'industrie, ce qui est quand même assez évident, c'est que des problèmes internes peuvent créer des problèmes externes en matière d'environnement. Et que là, les salariés, comme par exemple ceux qui habitent à proximité d'une usine, enfin, quand je parle de ceux qui habitent, c'était... pas seulement les habitants, ça peut être la nature, les rivières qu'on pollue, on veut. Enfin bon, c'était quand même traité de manière séparée. Il y avait un mur en fait, voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu l'évolution où ces murs sont quand même tombés. Enfin, on sait que les murs des usines ont fini par tomber, que la perméabilité des sujets, etc. Et un peu plus tard, je suis arrivé dans la chimie. Alors, c'était après l'automobile. Et là, c'était très intéressant parce qu'eux, ils avaient franchi le pas. Et c'est-à-dire que c'était la direction HSE, enfin HSE, c'était les mêmes gens qui s'occupaient à la fois de l'interne et de l'externe. Hein. Alors, on va dire la chimie, c'est assez logique parce qu'entre une usine de chimie, c'est des réacteurs à 800 000 degrés. Donc, quand ça explose, ça va créer des dégâts internes et sans doute des dégâts externes. Union Carbide a explosé à Bhopal en Inde, il y a eu 2000 morts en interne et en externe. D'ailleurs, l'entreprise a elle-même disparu. Donc, il y a un moment donné, on s'est dit, mais tous nos cloisonnements, nos silos, les uns les autres, dans le cas de la chimie, ça peut conduire carrément à la disparition de l'entreprise, en dehors des risques. Voilà. Et du coup, ce que j'ai vu, c'est quand même progressivement, ces murs qui sont tombés, c'est aussi les murs qui sont tombés dans les organisations et une vision beaucoup plus... cohérente, aussi systémique de ce que fait l'entreprise. Donc ça a été un lien, et d'ailleurs le lien on est encore en mouvement, c'est-à-dire tout ce mouvement n'est pas achevé. Par exemple, je vais donner un exemple, on en parlait tout à l'heure avec Gladys avant de démarrer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur ces murs? D'ailleurs, je voudrais mentionner l'exemple qu'a donné Claude, parce qu'il est très intéressant, là, qui concerne plus la RH, mais quand même, finalement, l'exemple qu'il a dit, c'est on a fait tomber le mur entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Alors, finalement, tu l'as fait chez Sony, en disant, mais une personne, quand elle arrive dans l'usine le matin ou au bureau, elle ne laisse pas son habit de vie personnelle à l'entrée, et puis c'est un homme neuf quand on rentre dans l'entreprise.
Voilà. Non mais attends, il y a 30 ans, franchement, moi j'en témoigne, j'étais un acteur de ça comme tout le monde, finalement. Enfin, finalement, on disait aux salariés, bon, nous, ce qui se passe chez vous, la vie perso, c'est... En plus, on a des excuses, respect de la vie privée, tas de trucs, enfin, des machins juridiques et tout, mais en fait... non, mais je veux dire, c'était pas la vraie vie, quoi. Bon, et quand on a eu les crises de suicide, les risques psychosociaux, moi j'en ai vécu un certain nombre chez Renault, par exemple, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette séparation? En fait, les gens, ils ont des problèmes perso, et s'ils ont des problèmes perso, les ignorer, c'est un déni de réalité. Et en plus, ça peut créer de gros problèmes dans l'entreprise. Donc les murs, on les a fait tomber, les murs de la personne. Un autre mur qui est en train de tomber en ce moment, c'est le mur, on en parlait à l'instant, entre ce qu'on gère dans l'entreprise et ce qui se passe chez nos fournisseurs. Et c'est aussi, moi franchement, il y a 30 ans, on m'aurait dit que je devais, le RH, me préoccuper de savoir si chez mon fournisseur, en termes de sécurité du travail, en termes de liberté syndicale, en matière de travail des enfants, s'il fallait que je m'en occupe et que peut-être même on allait me questionner sur ce que je faisais pour m'en occuper. Très honnêtement, quand je regarde des choses 20 ans en arrière, on a fait un chemin inouï. Et ce mur entre la responsabilité, on va dire, de l'entreprise, de la personne morale, qui était aussi un mur. Hein. La personne morale, c'était quand même un mur juridique pour éviter qu'on vous embête en termes de responsabilité. Ce mur de la personne morale, je ne dis pas qu'il est tombé, mais c'est vrai que le fait qu'on vous dise vous devenez responsable non seulement de vos filiales, on peut dire les filiales, même à l'étranger, bon, c'est quand même le même groupe, on a un rapport d'autorité, de commandement, etc. Mais d'aller s'occuper de notre chaîne de valeur, comme on dit maintenant, et avec ces plans de vigilance que la loi de 2017 en France, mais comme c'est en train d'arriver au niveau européen, c'est comme une actualité qui se répand un peu partout. Donc ces murs sont tombés. Et la RSE, au fond, c'est ça. C'est-à-dire un mouvement qui vous oblige à faire en sorte que faites tomber les murs, parce que les choses sont toutes liées entre elles. Si vous avez un problème d'environnement pour vos salariés, vous allez l'avoir pour les voisins. Hein. Si un salarié a un problème de vie personnelle, ça va se répercuter sur le travail. Si un fournisseur emploie des enfants au fin fond de la Chine et qu'on sait que c'est vous le donneur d'ordre, ça va se répercuter sur la responsabilité de l'entreprise. La RSE, c'est le décloisonnement ultime en quelque sorte. Voilà, peut-être. En tout cas, c'est un levier extrêmement puissant de décloisonnement. Alors après, on pourra peut-être parler de comment on fait concrètement dans les organisations pour s'y prendre, parce qu'une fois qu'on a décrit le phénomène, on mesure assez vite l'ampleur et la difficulté de savoir les traiter. Voilà. Donc là, on a défini la vision qu'on avait de la RSE au sein des différentes organisations que vous conseillez ou que vous représentez. Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce qu'il y a d'autres cloisons que l'on pourrait faire tomber, que vous voyez, ou est-ce que vous voulez apporter un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Ou pas encore? Et on continue, et ça viendra après. Très bien. Alors, donc effectivement, si on ne veut pas d'un vernis RSE ou d'une coloration, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et notamment à travers la vidéo de Didier Boudy, et pour que la démarche, je pense que vraiment le terme sincère, ça revient, et qu'il n'est pas galvaudé comme on pourrait, toutes ces notions de sincérité, de leçons parfois. Il faut donc l'inscrire dans le socle de fonctionnement de l'entreprise. Comment on fait ça? C'est ce qu'effectivement Jean-Christophe vous disiez. Quels sont les faux pas et les best practices dans la prévention de cette implémentation pour éviter le risque d'échec? Gladys, quand on avait préparé cette table ronde, vous aviez souligné l'importance de la méthodologie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Effectivement, la méthodologie, je pense, est indispensable parce que le risque, si on s'y prend mal, et c'est également un risque qui a été soulevé dans la vidéo, c'est de ne pas cibler ses choix. Et du coup, d'avoir des actions qui soient un peu éparpillées, on est un peu perdu. Et souvent, en tout cas, nous, les clients qu'on accompagne, viennent nous voir en nous disant « je ne sais pas par quel biais commencer ». Donc nous ce qu'on on les accompagne en plusieurs étapes. Pour moi, la première étape, c'est des choses que je vais vous dire qui sont assez classiques, qui relèvent tout simplement de la gestion compliance, de la procédure compliance, et qui va consister en premier lieu à faire ce qu'on appelle une cartographie des risques. Donc une cartographie des risques, on connaît bien ce que c'est dans les matières compliance.
Mais comme je l'ai indiqué en introduction, on va aller un petit peu plus loin que le simple prérequis réglementaire. On va aller aussi sur qu'est-ce qui est attendu de nos parties prenantes sur chaque sujet et chaque risque qu'on va analyser. Donc environnementaux, sociaux, sociétaux, selon l'activité de l'entreprise, parce que bien évidemment, la politique RSE et la démarche, elle ne sera pas identique. Enfin, il n'y en a pas une qui vaut pour toutes les sociétés. Chacune doit vraiment adapter celle qui lui convient. Donc ces risques-là, ils vont être déterminés en fonction de l'activité spécifique de l'entreprise et surtout en fonction des attentes des parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, c'est clients, c'est associations, enfin tout ce qui tourne, en tout cas fonctionne autour de l'entreprise. Une fois que j'ai fait cette cartographie des risques, on va faire classiquement ce qu'on appelle une hiérarchie des risques pour ensuite pouvoir, et ce qui va permettre ensuite de cibler justement de ces actions et de ne pas se disperser sur la hiérarchisation de ces risques. Et donc sur la cartographie et la hiérarchisation des risques, moi ce que j'ai constaté jusqu'à présent, qui est parfois un peu dommage, c'est justement une vision en silo, c'est-à-dire qu'on a une remontée des risques sociaux, environnementaux, sociétaux, puis ensuite on fait un cumul, et qu'il manque encore un petit peu, je trouve, une approche intégrée des risques, avec une analyse un peu différente, qui est par risque, à chaque fois, se poser la question de l'impact social, environnemental et sociétal. Et ça, à mon sens, est dû au fait que dans les entreprises, on a encore un fonctionnement très en silo entre les personnes chargées de l'environnement, les personnes chargées des ressources humaines. Voilà, donc je pense que c'est quand même un point de progression. Et ensuite, suite à cette hiérarchisation des risques, c'est là qu'on va pouvoir définir une politique RSE dont l'objectif est justement d'atteindre les objectifs on s'est fixés. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier de pouvoir mesurer, d'une part ensuite, d'année en année, pouvoir mesurer, et enfin communiquer. Et là, on arrive à la fameuse, au bout du bout, si je puis dire, c'est-à-dire ce qu'on va publier, ce qu'on va appeler le rapport RSE, développement durable, comme vous le souhaitez, où là, il ne faut pas être dans le risque, justement, de l'allégation fausse, comme disait M. Boudy dans la vidéo. Ce qu'on constate, c'est que quand le travail initial que je viens de vous décrire n'a pas été correctement fait, c'est là que vous avez un risque de décorrélation entre ce qui est écrit et ce qui est réellement réalisé, vécu dans l'entreprise. Et là, effectivement, on a un risque et on le voit aujourd'hui sur les allégations environnementales, que certaines parties prenantes exposent l'entreprise d'abord en termes d'image, et puis ensuite en termes de risque juridique, au motif que ce qui est inscrit dans leur rapport ne correspond pas à la réalité. Et pour ce faire, ils vont prendre un ou deux exemples et dire, regardez, vous dites ça dans votre rapport, or moi j'ai un ou deux cas concrets qui montrent que ce n'est pas vrai. Et donc c'est là effectivement où il faut être, à mon sens, extrêmement vigilant. Et la meilleure façon de s'en préserver, c'est d'avoir ce process qui soit très clair, avoir une communication qui soit transparente et mesurée et bien adaptée. Voilà. Et le fait de mettre en place cette démarche-là, normalement, vous permet d'avoir une communication qui soit totalement mesurée et au fait de la réalité de l'entreprise. Non, chez L'Oréal, comment on implémente cette politique RSE et comment tous les ans on définit cette stratégie, comment on la met. Déjà, effectivement, je rebondis sur ce que disait notre chère Gladys. En fait, nous on a travaillé très en amont sur la cartographie, alors qu'on n'a pas qualifié de cartographie des risques, mais plutôt des enjeux. Donc, en fait, c'est une autre façon d'appréhender la problématique et qui était plutôt en lien avec les ambitions qu'on avait. Après, effectivement, moi, je vous rejoins, c'est qu'en fait, afficher une politique ambitieuse en matière de RSE, il faut la faire en étant capable d'évaluer ce que l'on dit. Et on n'a pas de politique RSE solide si on ne démontre pas par des chiffres, par des faits, ce que l'on fait. Et de toute façon, il ne faut quand même pas être totalement dupe. Tous les grandes entreprises sont évaluées en externe, les indicateurs en matière de RSE, les indicateurs en matière de performance extra-économique sont revus par les commissaires aux comptes avant la publication des rapports. Voilà, donc on a cette démarche transparente, sincère, documentée, et donc je dirais on dit souvent walk the talk, donc effectivement on fait ce qu'on dit. Et c'est quand même la meilleure façon de mettre en place concrètement une politique RSE.
Et pour vous, Jean-Christophe, comment les clés de la réussite de la mise en place d'une politique RSE dans une entreprise? Alors, juste un préliminaire, c'est que on ne sera jamais parfait, une entreprise. C'est important de dire ça parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était toutes ces cloisons qui sont tombées, ça a ouvert le champ, le territoire de l'action. Donc, on ne sera jamais parfait. Et comme on n'est jamais parfait, il faut, je pense, il faut donner confiance dans la crédibilité de son action, notamment par rapport aux challenges, que ce soit en interne, mettons les syndicats, ou en externe, les ONG, les pouvoirs publics. Bon. Et donner confiance, ça veut dire quoi qu'il y a la confiance? C'est que la confiance, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez confiance, vous n'avez pas besoin de preuves. La confiance, c'est quelque chose d'invisible. Bon. Confiance n'exclut pas le contrôle. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites confiance à quelqu'un, vous lui dites pas « prouve-moi ce que tu dis ». Bon. Parce que, de toute façon, vu l'immensité des champs, des risques, des enjeux, de la responsabilité possible, de toute façon, quelque part dans le monde, il y aura toujours 1 cas, 2 cas, 100 cas, etc. Donc en réalité, ce que d'ailleurs les agences qui nous évaluent appellent des controversies, ils nous sortent des controversies. Oui, et bien sûr, surtout quand on est très grand groupe, qu'on est tentaculaire, qu'on a des milliers de fournisseurs. Donc les situations de controversie sont... bon. Et donc en réalité, je dirais, pour faire ce travail qu'on a à faire, que les responsabilités que les entreprises assument, il faut donner confiance dans ceux qui peuvent vous challenger. Et là, je dirais que si on veut donner confiance, petit 1, très bien Gladys, Ronan, il faut faire ce qu'on a dit. Il faut respecter ses engagements. Si on prend un engagement, il faut bien peser l'engagement, mais une fois qu'on a pesé l'engagement, même s'il est oral, il faut être très... Et vis-à-vis par exemple des salariés, puisqu'on parle des RH ici, on prend un engagement, même oral, on s'y tient. C'est très très important. Là, je me souviens, j'avais un patron chez Renault, il avait dit ça, je trouvais que c'était une très belle phrase, il dit « La confiance naît du respect des engagements qu'on a pris. » La confiance naît du respect des engagements qu'on a pris. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que ça a été très bien dit par Didier Boudy, ces questions sont, on l'a dit, l'affaire de tous. Il n'y a pas la direction de la RSE qui s'occupe de la RSE, et puis, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que dans l'organisation, moi, tel que j'ai vu les organisations performantes là-dessus, c'est de dire, il y a une organisation de la gouvernance de la RSE qui est très robuste et très solide, et effectivement, les seuls endroits où j'ai vu une vraie direction de la RSE faire son boulot, c'est-à-dire avoir un rôle de chef d'orchestre à l'égard de l'ensemble des acteurs, sachant qu'elle avait évidemment tous ses correspondants dans les business, dans les sites, etc., c'est qu'elle était rattachée à un niveau tel que personne ne pouvait avoir une influence sur elle. Parce que la RSE, elle est chargée, finalement, pour résumer, d'être là pour rappeler toujours aux gens qu'il y a des objectifs de long terme, alors que tout le monde est sur des objectifs de court terme. Et elle est là en train de résoudre cette tension constante dans une entreprise entre le long terme et le court terme. Si la RSE est rattachée à une direction de court terme, elle subira les influences de la direction de court terme. Donc effectivement, je pense qu'un modèle de gouvernance, c'est de dire le directeur de la RSE développement durable, je ne sais plus qui en a parlé dans son entreprise, peut-être c'est toi, eh ben, il est au plus haut niveau de l'organisation, c'est-à-dire il est rattaché au CEO et il ne dépend ni du directeur des fabrications, ni du directeur RH, ni du directeur de l'environnement. C'est en fait un chef d'orchestre. Voilà. En fait, la gouvernance partage la même vision que la RSE. Ils doivent regarder sur du moyen long terme et faire vivre sur du court terme. Mais le niveau de rattachement, il est clé. On le voit bien oui. En termes organisationnels. Ouais. Non, peut-être juste effectivement en complément de ce que dit Jean-Christophe, je crois que ce qui est important effectivement, c'est d'avoir cette approche long terme, court, moyen terme, mais aussi cette approche globale locale. Et je disais tout à l'heure effectivement que cette fonction elle est rattachée au plus haut niveau de l'organisation chez L'Oréal, mais elle s'appuie aussi sur un réseau de correspondants
RSE dans chacun des pays. Donc voilà, c'est aussi une façon de recueillir les meilleures pratiques, de s'assurer aussi que les décisions qui sont prises au niveau du groupe sont aussi transposées localement et transposables localement, et donc de créer une dynamique qui va impliquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur ces sujets de responsabilité sociétale et environnementale. Et peut-être ce que je peux dire juste en matière de gouvernance, c'est que chez nous, la responsabilité sociétale et environnementale, elle est partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une grande directrice de la RSE, mais la RSE, elle est aussi portée par la direction générale de l'éthique du groupe. Elle est aussi incarnée par la direction des relations et innovations sociales. Donc vous avez une multiplicité d'acteurs qui interviennent dans le cadre de cette définition de la politique RSE. Juste de dire qu'elle doit être intouchable pour ne pas être travaillée. Claude, vous voulez ajouter quelque chose ou sur l'interne, sur la mise en place de la politique RSE en interne? Je suis absolument convaincu de l'approche pluridisciplinaire qui est nécessaire. Moi, parfois, je suis tenté d'en faire un sujet 100% RH et je pense que c'est une erreur. Je n'ai pas de réponse toute faite ou je n'ai pas de solution miracle sur ces sujets-là. Et il faut effectivement être dans le partage avec d'autres expertises, d'autres spécialités dans la maison. Et la deuxième remarque que je trouve très inspirante dans les discours que nous entendons, c'est la volonté d'impliquer la direction générale ou la présidence. Un poisson pourrit toujours par la tête. Donc si on a une présidente ou un président qui n'a pas de jolies valeurs sur ces sujets-là, il est difficile de demander ensuite à l'ensemble du corps social de les mettre en œuvre. Et donc cette image du nageoire, de la tête ou du poisson dans son ensemble, on ne peut s'en sortir que si l'ensemble de ces nageoires fonctionne. Et c'est ce que dit Ronan, c'est du local, c'est du global. C'est un mélange de beaucoup de paramètres. C'est probablement le sujet le plus compliqué ou le plus complexe auquel moi j'ai eu à me confronter depuis quelques années. Le droit du travail, il y a des choses écrites. Le développement RH, il suffit d'être un peu créatif. Et puis les relations sociales, il y a la jurisprudence. Et puis on peut passer un coup de fil à un grand DRH ou un très grand directeur juridique. C'est le plus grand infection. Et on a toujours un conseil qui tombe au bon moment. La RSE, les gens apprennent beaucoup en ce moment. Il n'y a pas tant de retours d'expérience que ça qui sont encore parfaitement transposables. Et puis il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que finalement on est dans de l'essai-erreur. Et je parlais de prototype tout à l'heure. Quelle que soit la taille de l'entreprise, je pense qu'on est encore à l'étape du prototype, qu'il n'y a pas encore de process industriel miracle en RSE ou en RPS aujourd'hui. Alors moi je retiens que pour l'instant ce qu'on dit c'est qu'effectivement la RSE ça ne veut pas dire être exemplaire, c'est cette relation de confiance, de tenir les engagements. Oui, être parfait, pardon, exemplaire mais pas parfait, pardon, vous avez raison Jean-Christophe. Et que c'est faire tomber des murs. Est-ce que vous retenez autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans ce qui vient d'être dit par nos intervenants, qui capte votre intérêt? Moi, j'aurais une petite question, parce que là, on est quand même assez général, mais avec la crise de Covid qu'il y a eu, quelles ont été les innovations, justement, en RSE? Ça a été, j'imagine, très challengeant dans ce domaine-là. Donc, quelles sont les mesures que vous avez prises, par exemple? Je vais peut-être répondre à cette question, qui est une question d'actualité, évidemment. Déjà, nous, on a toujours considéré, effectivement, que la sécurité des collaborateurs était au cœur de nos préoccupations dans cette période de Covid. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est aussi un des piliers d'un programme qui a été développé en 2012 qui s'appelle Share and Care. Et donc, on n'a jamais transigé une demi-seconde sur cette question de la santé et de la sécurité. Donc, à l'occasion, effectivement, de cette crise Covid, notre préoccupation, ça a été effectivement de maintenir les sites ouverts, notamment les sites industriels, puisqu'on avait effectivement une activité de production de gel hydroalcoolique, et de prendre soin des collaborateurs en effectivement leur permettant de travailler à distance. Et ce que j'expliquais tout à l'heure à Claude, on en parlait, c'est qu'effectivement on avait un petit peu anticipé ce phénomène-là et on a signé en octobre 2020 un accord sur le travail à distance. Et la période de Covid, confinement, déconfinement, nous a permis effectivement de mettre en place concrètement cet accord sur le travail à distance qui permet aux collaborateurs de travailler à distance jusqu'à 2 jours par semaine. Et après, effectivement, ce qui est certain, c'est que cette crise en matière d'expérimentation nous a conduit à réfléchir sur le lieu de travail, sur l'environnement de travail. Et donc, on a repensé nos organisations du travail pour tenir compte aussi de cette structure hybride où, effectivement, les collaborateurs, pour certains d'entre eux, seront présents sur site, d'autres travailleront à distance. Et donc, effectivement, on a aussi réfléchi à cette occasion à une approche beaucoup plus mondiale, beaucoup plus globale, puisque le travail à distance à raison de 2 jours par semaine est aujourd'hui appliqué dans l'ensemble des filiales dans lesquelles le groupe est implanté. Oui, mais je rebondis, parce qu'au-delà de même de la santé physique, du coup, parce que la santé mentale est un sujet qui m'intéresse particulièrement,
Donc c'était surtout, aussi de ce côté-là, au niveau santé mentale, avec la Covid ou non, quelles ont été les initiatives? Est-ce que vous avez permis un soutien psychologique pour vos collaborateurs? Ça amène une autre question aussi que je me pose. Est-ce que les entreprises, justement, devraient favoriser une consultation chez un psy ou avoir un psy dans leur infrastructure, par exemple? Alors, oui, non, mais c'est, encore une fois, je trouve que la question a beaucoup de sens. Alors, le fait est qu'on travaille depuis déjà de nombreuses années avec Préventis en matière de prévention de risques psychosociaux, qu'on a la chance au sein de L'Oréal d'avoir un service de santé au travail pour assurer la proximité auprès des collaborateurs. Et puis après, effectivement, il y a d'autres sujets, qui est la question de la mesure, et de façon plus globale. Donc, on a au sein de L'Oréal développé une enquête qui s'appelle Pulse, qui effectivement permet de mesurer l'engagement, je dirais, des collaborateurs. Et puis, on a développé en France, sur la base d'un modèle nordique, une enquête qui s'appelle COPSOC, qui permet justement de mesurer la charge de travail, le stress, l'état émotionnel des collaborateurs. Et c'est quelque chose qu'on a déployé dans l'ensemble de nos filiales en France, en partenariat d'ailleurs avec les instances représentatives du personnel. Et les résultats de l'enquête COPSOC, qu'on a présenté encore une fois avec beaucoup de sincérité, parce que la sincérité est quand même un des piliers, je dirais, de la RSE. On l'a présenté avec, au sein de chacun des CSE concernés, et on a réfléchi ensemble avec les représentants du personnel à des plans d'action très concrets pour tacler ces sujets-là. Tony, comment, et une échelle un peu plus petite, comment vous avez Oui, réagi? beaucoup plus petite. Pour répondre à votre question, nous, il y avait une population qu'on n'avait jamais abordée sous cet angle-là, c'est nos artistes. Donc pendant la crise Covid, comme il a été un message à la nation entière que la culture, c'était pas essentiel, on a constaté que nos artistes avaient été 2 fois touchés par cette crise. La culture n'étant pas essentielle, et plus de concerts, plus de tournées, plus de festivals, plus rien. Ils se sont sentis, et elles se sont senties très isolées et probablement pas reconnues dans la valeur ajoutée qu'elles peuvent avoir sur la société et les liens sociaux au sein d'une société. Donc ce qu'on a fait pour la première fois, ce qui n'avait jamais été fait dans l'industrie musicale, on a mis à leur disposition la psy qui nous accompagne depuis le Bataclan, parce que moi j'avais des collaboratrices et des collaborateurs au Bataclan, et elle a fait un travail maintenant depuis 18 mois avec notre communauté d'artistes sur cet accompagnement psychologique. Alors qu'on a l'impression que ce sont des gens très forts, exposés médiatiquement, et qui, pour avoir ce statut en termes de notoriété, sont certainement très armés psychologiquement pour faire face à toute situation, pour ceux qui ont des artistes dans l'entourage. Donc c'est des gens beaucoup plus fragiles que la moyenne d'ailleurs. Et on s'est intéressé, avec l'effet miroir qu'on pouvait faire, on a aussi approché une communauté qui nous est chère, c'est les jeunes décrocheurs et décrocheuses, et qu'on a organisé des rencontres entre nos psys, notre psy, nos artistes, et les jeunes gens qui avaient quitté le milieu scolaire, à cause de la crise ou avant la crise, pour essayer de trouver un moment commun et vivre une expérience commune avec unité de temps, de lieu et d'action. Donc on l'a fait clandestinement, parce qu'il y a une époque, pendant le confinement, les rassemblements étaient interdits. On l'a fait sans cachette, j'ai pris beaucoup de risques, pénalement parlant. Devoir couper ça au montage, alors. Voilà. Ou alors, maintenant, je m'en fous, monsieur Macron, bonnes élections. Voilà. Je vais dire avec grand plaisir pour qui je vais voter, d'ailleurs. Non, je plaisante. Parce que ça, monsieur, il faudrait vraiment le couper, par contre. Je vais voter pour Jean-Christophe, qui, après président de la NDRH, sera donc président en France dans 123 jours maintenant. Voilà, je vous annonce un scoop. Et ça, si vous le mettez sur les réseaux sociaux, on est tous riches aujourd'hui. Voilà, la psy a fait un boulot dingue dans une logique d'inclusion. Et on a tourné autour du sujet de l'inclusion depuis tout à l'heure, hein, sans prononcer ce mot-là. Donc je le dis modestement. C'était absolument essentiel. Si on n'avait pas fait ça, je pense que les dégâts seraient encore plus importants que ceux qui ont déjà été sur notre communauté d'artistes. Et y mettre des mômes qui avaient quitté le milieu scolaire pour leur faire rencontrer les gens dont ils écoutent la musique régulièrement, on a été surpris de l'expérience relationnelle que ça crée à un moment où on devait tous rester enfermés chez soi. Il y avait d'autres questions, je crois. Du coup, là, on était un peu plus sur une notion de conformité réglementaire, justement pour la préservation de la santé en pleine période de Covid. Mais d'un point de vue contentieux, je me souviens de l'action Sherpa, qui a été déclarée récemment irrecevable, mais pour plutôt quelque chose de procédure, pas sur le fond, enfin, ça ne s'est pas prononcé sur le fond. Donc justement, le lien entre ce qu'on appelle conformité réglementaire et engagement RSE, mais qui peuvent avoir des mêmes conséquences juridiques, c'est-à-dire derrière une action responsabilité en pratique commerciale déloyale, etc. Enfin, après, on peut... Voilà, donc quelle est du coup la différence que vous pouvez faire entre ces deux sujets, parce que derrière, juridiquement, ça peut quand même engager la responsabilité juridique de la société, voire de ses représentants. Edith, vous pouvez... Vous avez des éléments de réponse.
Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je vous indiquais, c'est qu'au bout de la démarche RSE, vous avez la communication RSE. Et c'est principalement ce que nous tous, on voit en externe des différentes entreprises. Nous, on ne voit que la communication RSE. Or, cette communication et ces engagements, si vous tenez si une société tient, une organisation tient des propos qui ne sont pas en concordance ou en cohérence avec l'arrêté des faits, effectivement, il y a différents outils juridiques aujourd'hui pour engager leur responsabilité, et notamment ce qu'on appelle la publicité trompeuse ou les pratiques commerciales trompeuses. Ça pose la question, en fait, juridiquement, est-ce que l'exagération d'un fait ou l'exagération d'un engagement peut être considérée éventuellement comme une pratique commerciale trompeuse. La définition de la pratique commerciale trompeuse, c'est il faut caractériser, si vous voulez, le fait d'avoir induit en erreur le consommateur. Donc derrière, il y a vraiment un fait dommageable, c'est que le récipiendaire de l'information, son avis a été trompé. Donc c'est une question qui se pose de plus en plus sur les allégations, sur les rapports RSE, sur les engagements pris par les entreprises. C'est à partir de quel moment peut-on considérer qu'une entreprise qui, par exemple, va mettre en avant une action, une ou deux actions, et à partir de ce biais-là, va dire « je suis responsable socialement ». Est-ce que là, on est dans quelque chose qui est une simple exagération de son activité, ou est-ce qu'on est dans la pratique commerciale trompeuse dont l'objectif est donc d'influencer le comportement du consommateur? La réponse est très difficile à donner, elle est au cas par cas. Mais tout ça pour dire que oui, il y a un risque juridique accru lié aux communications des engagements des entreprises, ça c'est indéniable. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que toute communication que toute communication pourrait engager systématiquement la responsabilité de l'entreprise, parce qu'il faudrait déjà analyser est-ce qu'il y a eu une volonté ou est-ce qu'il y a eu pour effet de tromper le récipiendaire sur l'activité de l'entreprise. Et je pense que la réponse à cela, c'est ce que je vous indiquais avant, c'est la communication transparente, et c'est de bien comprendre que la RSE, comme disait Jean-Christophe, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être exemplaire et de montrer en quoi on est une entreprise responsable, et dans laquelle je vais prendre en compte mes enjeux. Par contre, je suis bien consciente que je ne suis pas parfaite. En revanche, j'ai pris et mis en place des process de façon à identifier quand ça n'allait pas, à traiter et à documenter les risques que je peux engendrer. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui peut se dire qu'elle n'engendre zéro risque. C'est une amélioration continue, c'est une tendance. En revanche, effectivement, je trouve que pour les entreprises, c'est très difficile de communiquer correctement. C'est-à-dire que et j'expliquais ça récemment à une personne qui me posait la même question de vous sur ces communications et sur les allégations, qui disait mais pourquoi quand une entreprise fait une action isolée ou une ou deux, finalement moi du terme, elle met le paquet sur les réseaux sociaux ou sur ces documents. Ce que je lui ai répondu, et je dirais ce que vous en pensez, c'est que derrière vous avez une communauté de travail. Il ne faut pas oublier que sur cette action, on a toute une communauté de travail qui a réfléchi, qui s'est investie, voyez, par exemple, qui fait un parcours particulier ou une activité sportive. Ils ont envie de le faire savoir, et ils ont raison de le faire savoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils en tirent des conclusions, qu'ils n'assument pas par ailleurs de pouvoir causer un dommage. Vous voulez ajouter un point? Oui, le fait d'avoir mentionné Sherpa est intéressant. Tout le monde ne connaît pas Sherpa. Donc c'est une ONG française dirigée par des personnes extrêmement brillantes, d'ailleurs, des avocats, etc. Et je vais citer quand même un exemple qui mettait en cause Sherpa. Il y a quelques années, Sherpa a attaqué en justice Vinci pour délit de travail forcé au Qatar, sur les chantiers de la Coupe du Monde. Sans prévenir Vinci. Et ça a déclenché
au minimum une communication médiatique est extrêmement importante, puisque le DRH pas de Sherpa, de Vinci, qui se trouvait d'ailleurs être aussi le directeur de la RSE. Je ne sais pas si c'était la meilleure organisation, etc., mais il avait les RH de la RSE. Et c'était un bon copain, et je l'entends avant d'aller dîner avec lui, je l'entends sur France Inter, et il essayait de se débattre là-dessus. Et après, je lui dis, mais tu connais Sherpa? Et il ne connaissait pas Sherpa. Bon. C'est pas pour l'incriminer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Sherpa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Bon, ça veut dire, petit 1, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire qu'un truc qui arrive au Qatar, je ne sais pas si vous connaissez la législation du Qatar, enfin, comme tous les pays du Golfe, où quand vous embauchez quelqu'un, c'est un nom dont je ne me souviens plus, l'employeur prend le passeport des immigrés, hein, les 90% d'immigrés, et ne le lui rend que lorsqu'il quitte l'entreprise. Ce qui fait que ça fait un moyen de pression énorme par rapport à ça. Donc, Sherpa a dit, ça, c'est du travail forcé. C'est intéressant parce que nous, le travail forcé, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a des chaînes au fond d'une soute. Non. Sherpa avait un raisonnement juridique extrêmement construit sur qu'est-ce que ça veut dire le travail forcé au sens des conventions de l'OIT. Petit 1, il n'y a plus de frontières. C'est un problème qui peut arriver à l'autre bout du monde, chez vous ou chez un sous-traitant, peut remonter dans la société mère. 2, on ne peut plus se contenter de travailler avec les interlocuteurs traditionnels qu'on avait. Enfin, je pense au RH. Bon, on est habitué de travailler, mettons, avec des syndicats, des CE, dans les pays du monde, il y a des élus, enfin, sous des formes diverses. En réalité, aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs. D'ailleurs, pour ça que j'ai créé New Bridges, j'en dis un mot quand même au passage, mais donc je ne suis pas candidat à la présidence de la France, je suis que modestement le président de New Bridges. Mais j'ai créé New Bridges il y a environ 6 mois, parce que ces enjeux internationaux avec ces nouveaux acteurs, il faut les prendre en considération, les mesurer et savoir les gérer. Alors les gérer, je vais donner un exemple quand même. Comment il faut faire? Quelle bonne pratique? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour essayer au sens opérationnel? Je citais quelques exemples, je ne dis pas que c'est des réponses universelles, mais c'est vrai que nos alliés possibles dans les entreprises, même si ça paraît un peu difficile parfois à croire, c'est d'abord les syndicats. Parce que en fait, on est mis en cause souvent par des organisations qui ne sont pas internes à l'entreprise, qui ne connaissent pas bien l'entreprise, qui parfois disent parfois c'est juste, mais parfois c'est faux. Au fond, nos syndicats... Il y a parfois des entreprises qui travaillent avec des ONG et justement les syndicats sur des questions de droits fondamentaux. Absolument. Alors, petit 1, d'abord les fédérations syndicales mondiales, parce qu'au moins... l'intérêt des salariés, il est quand même, ce qu'on pense, nous, je pense, c'est on est sur le même bateau avec une entreprise, dans l'entreprise. Les ONG, c'est un peu différent. Ils ont souvent d'autres objectifs qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux de l'entreprise. Donc, petit 1, première étape, travailler avec les syndicats, y compris au niveau international. Et c'est vrai que moi, j'ai une assez grosse pratique d'avoir développé, alors ça n'existait pas au XXe siècle, mais ça s'est beaucoup développé, d'avoir des accords mondiaux. Parce que du coup, ces syndicats mondiaux, ils voient comment vous bossez, ils vous connaissent. Moi, on est allé dans les usines, ils ont vu qu'on était sérieux. Donc, ce qu'il faut, c'est créer la confiance. Et si jamais vous avez un pépin, même avec une ONG, si nous on dit l'ONG a tort, ouais, ok, c'est le management qui dit ça. Si c'est un syndicat qui dit à une ONG, tant les mecs, c'est pas des bricoleurs, ils sont peut-être pas parfaits, mais au moins nous on les a vus à l'œuvre, etc. Petit 1. Petit 2, les comités de stakeholders. Enfin, franchement, on avait ça chez AXA et je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire des comités où il n'y a pas seulement, par exemple, des syndicats mondiaux, Michelin en a un, etc., mais on a aussi des ONG qui participent aussi, voilà, et qui progressivement, on les fait rentrer, je dirais, dans la boîte, on les fait connaître et on les fait se connaître. Parce que les problèmes, ils viennent souvent, je m'arrêterai là, parce que les gens ne se connaissent pas et ne savent pas ce qu'ils sont. Donc trouver sur la thématique du décloisonnement, créer des lieux où on est ensemble. Alors très bien, effectivement, on arrive, c'est parfait, sur la relation avec les tiers. Ronan, vous avez beaucoup d'exemples sur comment travailler et dans une manière équilibrée pour créer ce cercle vertueux RSE avec les tiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples, que ce soit national ou international?
Alors peut-être déjà au niveau international, toujours dans cette logique d'essayer de faire mieux avec les partenaires avec lesquels on interagit. Nous, on a réfléchi il y a un peu plus de 2 ans à créer une charte de collaboration responsable avec les cabinets d'avocats avec lesquels la direction juridique de L'Oréal interagit. Et donc, on a co-construit avec des cabinets américains, canadiens, singapouriens, une charte qui adresse le sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les cabinets d'avocats. Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il était aussi porté au niveau du barreau de Paris. Il y a un manifesto a été publié il y a maintenant 2 ans. C'était cette idée que on voulait avoir en face de nous des avocats qui représentent la diversité des avocats qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire des hommes, des femmes. On ne voulait pas toujours discuter avec l'associé masculin, fondateur du cabinet, mais on voulait avoir des équipes équilibrées avec des avocats, des avocates, jeunes, plus âgés. On voulait aussi s'assurer que dans les cabinets d'avocats, les avocates, à l'issue de leur congé maternité, ne voyaient pas leur parcours d'évolution professionnelle obéré, et s'assurer effectivement que le sujet de la charge de travail soit correctement respecté dans ces cabinets. Et le sujet, ce n'était pas simplement d'imposer des contraintes au cabinet, parce que c'est plutôt une problématique de partage, de plan d'action, et aussi de regard sur nous-mêmes, qui est de dire, L'Oréal, si on exprime sa demande auprès des cabinets, il faut arrêter de demander des consultations le vendredi soir avec une demande de réponse pour le lundi matin. Donc on a aussi fait ce travail sur nous-mêmes, on a sensibilisé, formé les juristes des différentes directions juridiques de L'Oréal, dans cette logique effectivement d'améliorer l'équilibre entre les femmes et les hommes, avec aussi cette logique de charge de travail. Effectivement, vous citiez, quand on avait préparé cette table ronde, un autre exemple. Tout à l'heure, Didier nous parlait du fait que parfois on prend des décisions, on met en place des programmes quand il y a un événement traumatisant qui arrive. On parlait du hashtag Balance ton agency. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez mis en place par la suite pour rendre... Oui, bien sûr. Surtout, comment en fait on juge et on devient juge et partie inversement, en fait, ce qui était une démarche très intéressante. Ouais, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, parce que je lisais un article dans Libération d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, s'il y a une audience dans le tribunal correctionnel concernant le titulaire du site Instagram Balance ton agency, qui effectivement a été attaqué pour diffamation par 3 agences de communication. En fait, nous, ce sujet-là, on aurait pu le prendre sous un angle juridique. C'est-à-dire que, bien sûr, on a fait le travail, on a fait des constats d'huissier sur les messages qui étaient publiés sur ce site, sur cette page Instagram. On s'est posé la question de savoir est-ce que c'est malin d'aller sur le terrain de la diffamation, de l'injure, est-ce qu'on peut se poser la question d'aller sur du cyberharcèlement, du harcèlement. Mais on s'est dit qu'en fait, c'était un formidable miroir pour essayer d'avancer, de se reposer les bonnes questions, de voir comment on pouvait, nous, L'Oréal et nos filiales, mieux travailler avec les agences. Donc on a construit un groupe de travail en interne totalement multidisciplinaire, en y associant l'éthique, les achats, les équipes de communication, les patrons de direction de marque internationale, le juridique RH, les ressources humaines. Et on a associé également à nos réflexions plusieurs agences de communication avec lesquelles on travaille. Et on a élaboré conjointement un manifesto pour créer des conditions durables de partenariat entre les agences de communication et L'Oréal. Et donc on est en train là de déployer cette charte conjointement avec Publicis, avec McCann, avec Little Agency et Extreme. Et ce sont vraiment des engagements mutuels que l'on prend. Voilà. Et c'est de façon très concrète. Par exemple, quand je fais un brief, je vais déterminer combien de briefs je vais faire à l'agence et combien d'agences je vais briefer. Je vais définir mon budget de collaboration avec l'agence de façon totalement responsable, parce que le budget de la demande de travail va ensuite avoir une incidence sur le volume des collaborateurs de l'agence avec lesquels je travaille, qui vont pouvoir être payés, mis à disposition, etc. On ne va pas tirer sur la corde et faire en sorte que des salariés d'agence travaillent jour et nuit, week-end compris, pour essayer de délivrer effectivement un support de com qui corresponde à ce qu'on attend. Gladys, dans la relation avec les tiers, le succès en fait d'une politique vertueuse, c'est imposé, c'est la transparence. Comment on arrive à ça en fait? Non, effectivement, vous l'avez dit un peu, Lucie. Effectivement, je pense que le secret, c'est de ne pas imposer. Je trouve ça, dans les démarches que j'ai pu voir, en tout cas dans les pratiques que j'ai pu voir.
vraiment les sous-traitants qui se voient imposer des clauses ou des engagements RSE, c'est bien dommage parce que du coup, on ne les accompagne pas eux-mêmes dans cette démarche-là. Donc, ils ne font que du copier-coller, si je puis dire, des engagements qui sont pris par leurs donneurs d'ordre. Mais au final, ils ne le répéteront pas. 2, on augmente le risque en tout cas RSE, si je puis dire, pour la donneuse d'ordre, parce que là, vous augmentez le risque que le sous-traitant dise et confirme qu'il est dans cet engagement alors qu'il n'y est pas du tout, parce qu'il ne le partage pas et qu'il ne sait pas comment faire. Donc effectivement, je trouve que c'est un point important. Donc comment les accompagner ? C'est tout simplement communiquer, c'est tout simplement échanger avec son sous-traitant et intégrer dans sa propre démarche de RSE les enjeux de ces sous-traitants pour ensuite discuter ensemble des troncs communs, parce qu'il y a forcément des troncs communs, il y a forcément des valeurs communes à porter dans le cadre de la RSE, et afin de s'assurer que ce soit uniquement ces valeurs communes sur lesquelles le sous-traitant s'engage dans le rapport contractuel avec le donneur d'ordre, mais de lui laisser la possibilité de définir ses propres engagements et qui correspondent réellement à son activité. Donc ça, je pense que c'est déjà le minimum. Et puis ensuite, l'étage au-dessus, si c'est possible, c'est de les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que la RSE commence à se déployer. Je suis assez d'accord, on est au début du mouvement, on est encore en train de beaucoup d'apprendre. Et puis, il y a une partie des entreprises qui, à mon sens, sont un peu isolées. Alors, les plus petites entreprises, soit elles font de la RSE, mais elles ne savent pas mettre le mot dessus, elles ne savent pas que c'est de la RSE. Soit elles veulent le faire, mais elles ne savent pas du tout par quoi commencer. Mais de plus en plus, dans leur rapport avec leur donneur d'ordre, on leur impose. Et donc, nous, on a parfois des clients qui nous appellent en nous disant « On m'a demandé une charte RSE, est-ce que vous pouvez me faire une charte RSE ?» Vous imaginez, ils m'appellent moi en pensant qu'en quelques heures, je vais voilà, oui. C'est ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir, moi, comme ça, faire une charte RSE. Et donc, quand on leur explique le process, c'est pas du tout qu'ils ne le souhaitent pas, c'est qu'ils savent même pas par quel bout commencer. Et ça, je trouve que c'est aussi un point important, c'est qu'il y a une vraie réflexion à avoir, et je crois que cette réflexion a quand même lieu au niveau des fédérations, pour dire, au niveau des fédérations, accompagnons aussi les plus petites entreprises, parce que là où je rejoins Didier Bouty, c'est qu'il y a aussi un enjeu important, c'est le temps. Et je pense que malheureusement, les petites entreprises ou moyennes qui n'auraient pas pris le tournant aujourd'hui de l'engagement RSE, malheureusement, prennent un risque opérationnel important. Et il est aussi de notre responsabilité et de la responsabilité du coup RSE de toutes les entreprises de faire en sorte de les accompagner correctement et donc sans leur imposer ses propres engagements RSE. Claude, vous, quelle vision vous avez du travail avec les tiers ? On évite d'utiliser l'expression qui est quand ça marche pas, c'est la faute des autres. Donc notre maison est vraiment modeste dans ses relations avec les fournisseurs ou partenaires divers et variés sur ces enjeux de RSE. Et on a aussi une autre problématique, c'est que on essaye d'avoir une vision la moins centralisée possible en termes culturels. Parce que sur certains territoires comme la France ou l'Allemagne ou les États-Unis ou l'Angleterre, on peut penser qu'on est le centre de la planète à chaque fois. Et culturellement, cette vision auto-centrée, elle est assez piégeuse. On s'aperçoit par exemple que nos relations avec les pays africains francophones aujourd'hui nous apprennent beaucoup dans cette démarche RSE. Parce que l'autocentrisme culturel, je pense, est déjà une erreur RSE en soi. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Or, là, encore une fois, il n'y a rien d'écrit. C'est-à-dire que c'est en faisant, et en se trompant, qu'on arrive progressivement à expérimenter des choses et en reconnaissant nos erreurs. Je trouve que c'est encore une étape de franchie dans une réflexion interculturelle et intergénérationnelle. Je pense aux ados qui écoutent notre musique et qui ne se privent pas sur les réseaux sociaux de nous dire qu'on fait sacrément beaucoup d'erreurs tous les jours en termes de RSE. Je pense à la petite Greta, entre autres, pour la citer. Vous militez aussi pour une forme de permaculture RH. Je trouve que le concept est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors, comme je ne vais pas être clair, parce que j'ai mis ce mot-là pour essayer de recouvrir un autre programme de recherche et développement, et c'est quelqu'un qui fait une formation, qui a quitté Sony, qui a fait une formation en termes de reconversion en permaculture, qui m'a dit, en fait, en RH chez Sony, c'est de la permaculture. Comme c'est la fin, je vais essayer d'être très bref. On constate
on constate, sans être vraiment capable de l'expliquer de manière rationnelle, qu'au travers de la multitude de petites actions au quotidien, nous avons fait évoluer la culture d'entreprise d'une maison de disques, ne serait-ce qu'au travers de la place des femmes dans cette industrie musicale. Et nous, on a eu Balance ta Major. Comme il y a eu Balance ton agence, on a eu Balance ta Major. Et dans cette permaculture, on a constaté qu'au lieu d'avoir recours à des pesticides chimiques, ce qui peut être par exemple le droit du travail, que je qualifie de pesticides chimiques en termes de culture d'entreprise, on s'est davantage intéressé à des solutions naturelles. Donc sur la notion de harcèlement et la place de femmes dans l'industrie musicale, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des adolescentes de venir nous expliquer quel serait le job idéal et l'entreprise idéale en termes de culture pour leur avenir professionnel. Et on leur a demandé d'expliquer ça. On n'a mis que des adolescentes de ce côté-là, et on n'a mis que des hommes blancs de plus de 50 ans de l'autre côté dans la salle. Et Dieu sait que dans la musique, il y en a beaucoup. Et pour moi, ça, c'est de la permaculture RH. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qui vient d'être dit? Je vous en prie. Quand on parle de politique RSE, on parle aussi des critères ESG qui définissent les fonds d'investissement. C'est quoi votre avis sur l'impact pour les politiques RSE des entreprises de ces valorisations financières finalement? C'est les taux un peu, non? Elles sont des taux qui doivent être vertueux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, on aborde un sujet, c'est la question de qui évalue, au fond, et comment on évalue On est quand même dans un domaine où, pour le moment, c'est là qu'on est en mouvement, c'est que finalement, chaque fonds, je parle des fonds, il a ses propres critères. Les grandes entreprises financières ont aussi finalement leurs propres critères. Enfin, moi, je suis dans l'assurance pendant un certain temps. AXA gère 900 milliards d'euros d'actifs. On les met où, ces actifs? Selon quels critères RSE on va positionner ces actifs? Alors, je dirais qu'actuellement, soyons clairs, hein, chaque fonds a ses propres... moi, je travaille un peu avec Amundi. On travaille avec les équipes d'Amundi. Alors, pas les équipes RH, là, pour le coup, les gestionnaires d'actifs. Parce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont dit à New Bridges, comment on pourrait définir pour Amundi, parce qu'ils gèrent aussi des centaines de milliards d'actifs, quels sont les critères pour évaluer, par exemple, les entreprises dans lesquelles on va placer notre argent. Les critères, alors nous, on est sur le social ou les relations sociales, donc trouver des indicateurs. Donc pour le moment, très honnêtement, il n'y a pas de règle universelle. L'Europe est en train de travailler sur ce qu'on appelle une taxonomie, qui est d'ailleurs plus environnementale que sociale, parce que le E dans ESG, il est quand même beaucoup plus grand aujourd'hui que le S. Faut être clair. Le E a pris une place énorme. C'est très bien d'ailleurs, mais moi je trouve que le S, il est un peu petit, parce que le E va finir par écraser les hommes. Hein, si on... enfin, c'est pas évident, hein, les équilibres. Donc, je dirais, il n'y a pas de règle absolue. Moi, alors là, je parle plus personnellement. Je pense que nous, les entreprises au sens business, on aurait vraiment intérêt à prendre l'initiative et à travailler nous-mêmes sur des indicateurs sur lesquels on accepte d'être évalué. Aujourd'hui, je trouve que le business, on subit un peu finalement l'Europe, les fonds, des ONG. Alors tout le monde crée ses indicateurs, ses règles. Et finalement, moi j'en appelle un peu, je vais quand même citer un exemple précis sur lequel je travaille, mais j'en appelle un peu au monde de business de dire, mais réagissons, essayons de travailler ensemble pour définir, nous qui sommes on est dans la soute, quoi, on sait comment ça se passe. Donc plutôt que d'avoir des gens qui vous évaluent d'une manière qui vous paraît très décalée par rapport au réel, prenons les choses en main. Moi je me suis fait évaluer dans les entreprises par des agences de notation extra-financière, je dirais comme nous tous. Je reçois le rapport, je regarde, je ne comprends pas comment ils arrivent à des résultats pareils. Donc j'interroge, je vois les équipes, pourquoi, je sais pas, la rentabilité de la formation, enfin sur le RH. Je passais des heures à essayer de comprendre ce qui était en fait des boîtes noires. Parce qu'en plus, nos évaluateurs ne veulent pas toujours nous dire, pour des raisons d'ailleurs de propriété intellectuelle que je peux comprendre, comment, je dirais, leur raisonnement. Donc moi j'en appelle à une réaction un peu du monde de l'entreprise.
parce que je crois qu'on partage les mêmes, en tout cas ici c'est clair, ceux qui sont là à définir nous-mêmes, et c'est vrai qu'avec quelques entreprises, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle le Global Deal, qui est une initiative OCDE sur le dialogue social dans le monde, qui a été lancée par la Suède et qui est maintenant prise à l'OCDE, il se trouve que je suis coordinateur de ça pour la France, avec plusieurs entreprises, une vingtaine qui sont dans le Global Deal, dont mes amis de L'Oréal par exemple. On s'est dit on va créer un indicateur pour évaluer la qualité du dialogue social dans une entreprise. Là c'est plus mon rayon, parce que et essayons de trouver 8, 9, 10 critères que nous, on trouve pertinents, avec des niveaux de progression, parce qu'il s'agit de progresser, c'est pas fait pour être beau, mais fabriquons-les nous-mêmes. Voilà. Et donc aujourd'hui, je porte un peu au niveau de l'OCDE, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça avance assez bien. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on aura créé nous-mêmes en fonction de notre pratique, et sur laquelle on accepte de s'évaluer nous-mêmes, et d'être aussi évalué. Voilà, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque, c'est qu'aujourd'hui, ces sujets sont parfois pris par des gens assez loin du business. Et par contre, on se retrouve pris à devoir se justifier avec des choses sur lesquelles on trouve qu'il n'y a pas, et parfois des problèmes de pertinence. Voilà, donc le call for action, c'est prenons les choses en main avant que d'autres décident à notre place comment on doit être jugé. Un petit complément surtout sur la prédominance de l'environnement sur le social. Je vous rejoins aujourd'hui, que ce soit RSE ou ESG, on est aujourd'hui très sur les sujets environnement. En revanche, là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est que je ne pense pas que l'environnement va écraser le social. Je pense que là, aujourd'hui, on ne parle que d'environnement parce que, comme vous le savez, on est dans une période où tout ce qui est transition écologique et l'urgence climatique fait que c'est devenu aujourd'hui une priorité. Mais qu'au contraire, le social est aujourd'hui négligé alors qu'il va reprendre sa place, si je puis dire. Et que si moi j'ai un conseil à vous transmettre, c'est surtout effectivement ne négligez pas l'aspect social de la RSE, parce qu'elle a aussi sa même importance, encore une fois, et que ce sujet va remonter. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les débats, en tout cas les nouvelles législations sur l'affichage environnemental, qui s'appelle l'affichage environnemental, se définit comme des critères environnementaux et on agite et critères sociaux. Donc autant sur l'environnement, on sait à peu près de quoi on doit parler, on est sur des questions climatiques, mais dans tous les textes concernant l'affichage environnemental, il y a ces 3 petits mots et critères sociaux. Tout ça pour vous dire que la RSE, c'est bien les trois enjeux qui doivent être adressés, à mon sens, et il ne faut pas l'oublier, et que le social va remonter le moment venu. Donc aujourd'hui, à une période où on en est à la mise en œuvre de la démarche RSE ou à l'amélioration continue, le social a toute sa place, il ne faut pas du tout le négliger. Ce qui veut dire que aussi les DRH ont toute leur place dans cette politique. Un peu en retard, est-ce que cependant vous voulez poser une dernière question? On est tous assoiffés et on veut cette pause avant la plénière. Ah, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous.